Alors, bonsoir et bienvenue dans cette parenthèse culture gourmande et gastronomique. C'est parti avec la part des anges et Valentin. Alors, l'expression la part des anges, elle est bien connue dans l'univers des vins et spiritueux. En effet, c'est une manière poétique pour parler du phénomène d'évaporation qui se produit lors du vieillissement d'un alcool dans un fût. Cette expression, elle viendrait de l'alchimie où les composés volatiles sont appelés anges. Dans la région de Cognac, on estime que chaque année, 2% de la production s'évapore à cause de ce phénomène, ce qui représenterait l'équivalent de plus de 20 millions de bouteilles. Il faut savoir qu'on ne peut pas lutter contre ce phénomène car il fait vraiment partie intégrante du processus de vieillissement et qui donne ses caractéristiques. Cette part des anges, il faut savoir qu'elle a également un effet sur l'environnement puisqu'elle favorise le développement de champignons microscopiques qui se matérialisent par des taches noires et qui se déposent notamment sur les murs environnants, comme on peut le voir sur les deux images à la diapositive. Et c'est vraiment un phénomène qui est très présent autour de distilleries et c'est aussi une des caractéristiques de la ville de Cognac, dont les murs noircis en sont même une fierté. Et il faut savoir que cette coloration servait autrefois aux autorités locales pour repérer les productions clandestines. Et on raconte que les chais de Cognac furent identifiés et bombardés pendant la Seconde Guerre mondiale à cause de ce phénomène. Et je te laisse, Nicole, nous parler du célèbre Taïwan. Allez, Taïwan, donc Taïwan, c'est Guillaume Tirel en fait, qui est dit Taïwan. C'est un cuisinier français, il est né en Normandie en 1310. On lui attribue le plus célèbre des livres de cuisine français du Moyen-Âge, le Viandier. Un manuscrit qui date d'avant Taïwan prouve que l'attribution est postérieure à la création de l'ouvrage. Il a été maître-queux du duc de Normandie, puis du roi Charles V. Maître-queux, qui en latin signifie maître cuisinier. Il entre ensuite au service de Charles VI comme premier écuyer des cuisines du roi, qui finit par l'anoblir et auprès de qui il deviendra maître des garnisons de cuisine du roi. Il meurt en 1395 et il est enterré à Saint-Germain-en-Laye, à l'ouest de Paris. On ne sait pas pourquoi Guillaume Tirel a été surnommé Taillevent, peut-être à cause de son grand nez, qui est peut-être en coupe-vent comme donc Taillevent. On suppose aussi que Taillevent avait des origines normandes et son nom tire du lieu-dit Tallevende. Donc, le Taïwan, c'est aussi un restaurant merveilleux à Paris qui est un 2 étoiles Michelin qui se trouve près l'Arc de Triomphe. Merci beaucoup. Je continue, Valentin. Et je poursuis avec ce magnifique lieu. Merci Nicole pour toutes ces explications sur Taïwan. Et je poursuis avec ce magnifique lieu qui est le Palace Lutetia. Alors le Lutetia, il se trouve boulevard Raspail, dans le 6e arrondissement de Paris. Le Lutetia, c'est 184 chambres, donc 47 suites d'inspiration art déco, 3 restaurants. Le restaurant L'Orangerie, le Saint-Germain, la brasserie Lutetia, le bar Joséphine, qu'on peut voir à l'image, où une atmosphère jazz règne, où la lumière semble jaillir de toutes parts, elle va traverser d'immenses baies vitrées et le bar et l'ambiance se reflètent au plafond sur d'immenses miroirs que l'on peut voir sur les images. Le bar Aristide également, qui est un fumoir, de nombreux salons de réception, un spa et un centre de remise en forme. Le Lutetia est surnommé le paquebot parisien. Il est créé en 1910 par un couple de commerçants qui tient une mercerie au Bon Marché et ceux-ci vont souhaiter un lieu confortable afin d'y loger les riches clients du Bon Marché. Le Lutetia va voir le jour sous la houlette de 2 architectes, Louis-Hippolyte Boileau et Henri Causin, qui vont vraiment s'approprier les techniques modernes de l'époque. On retrouve en 1910 l'eau chaude dans toutes les chambres, le téléphone pour joindre la réception, la ventilation, les persiennes roulantes. C'est vraiment un luxe pour l'époque. Des éléments de décor art nouveau et art déco. De nombreux artistes vont signer les décors comme Kabrowski avec cette magnifique fresque champêtre qui égaye le bar. Labouret va signer les vitraux or et gris le long des escaliers et Lalique va concevoir les lustres en cristal. Le Lutetia va vite devenir un hôtel où se retrouvent les clients du Bon Marché, les parlementaires français et de nombreuses personnalités comme Juliette Gréco, Picasso ou encore Antoine de Saint-Exupéry.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup d'établissements français, il va connaître l'occupation par les troupes allemandes. Ils vont y installer ici le service de contre-espionnage pour mener la lutte contre la résistance. Ils vont y voir la possibilité de s'y loger et de disposer d'un personnel formé. Et la légende dit que des employés de l'hôtel, hostiles à cette cohabitation forcée, vont creuser un sous-sol dans le but d'y dissimuler de grands crus au nez et à la barbe de l'armée occupante. La guerre touche à sa fin et le Lutetia devient le principal centre d'accueil des rescapés des camps de concentration. En 1955, les Tétinger, propriétaires de la célèbre maison de Champagne, rachètent l'édifice, une exploitation qui durera 50 ans. Au cours de cette période, on verra notamment la naissance du prix Tétinger. Et en 2010, pour ses 100 ans, l'hôtel s'offre un nouveau propriétaire, un groupe israélien qui souhaite redonner vie à un lieu tout en respectant ses racines, son identité et sa personnalité. Le Lutetia réouvre en 2018, il est plus moderne, dans l'air du temps. Et en 2019, la consécration ultime pour le Lutetia qui devient le premier palace de la rive gauche. Merci beaucoup, Valentin, mais vivement qu'on puisse y retourner dans ce lieu magnifique. Allez, je vais continuer à mon tour avec un cocktail qui est le Manhattan. Alors, la légende veut que le cocktail Manhattan fut créé au Manhattan Club à New York au début des années 1870. Donc, le Manhattan Club qui aujourd'hui a disparu, mais il était à l'époque le rendez-vous informel des ambitieux du Parti démocrate. C'est à l'occasion d'une fête de soutien à Samuel Tilden, qui était alors candidat à l'élection présidentielle, que le cocktail fut élaboré et consommé pour la première fois à la demande de Jenny Jerome, qui n'est autre que la maman de Winston Churchill. Il fut tant apprécié des convives que par la suite, les amateurs de cocktails le réclamaient en demandant qu'on leur prépare un Manhattan. La légende était alors née. Ce cocktail Manhattan est né juste avant le gin fizz et le daiquiri. C'est un short drink préparé au verre à mélange et composé de whisky, de vermouth rouge et d'un trait d'angostura bitter dans lequel on plonge une cerise au marasquin. En véritable tradition américaine, le Manhattan se prépare à base de whisky ou de bourbon du Kentucky et surtout pas de Scotch whisky écossais ou d'Irish whisky. Le cocktail Manhattan est finalement peu calorique car il contient uniquement 140 calories par verre et bien sûr, ce n'est pas une raison il faut uniquement le consommer avec modération. Eh bien, merci Nicole pour ces riches explications autour du cocktail Manhattan. Et j'en viens à vous parler d'un produit phare qui est de saison, l'asperge. Alors l'asperge, c'est une plante qui est originaire de l'Est du bassin méditerranéen. C'est une longue tige qui peut s'élever entre 1 mètre et 1,50 m. Elle est connue des Romains qui vont vraiment en développer sa culture. À l'époque romaine, on consomme des asperges sauvages, très amères, vertes, et de petite taille. On la consommait fraîche ou sèche selon les saisons. L'asperge, elle va réapparaître à la Renaissance et retrouver la faveur des gastronomes. Et elle est cultivée comme plante potagère depuis le XVe siècle en France. À l'époque, c'était vraiment un produit de luxe. Elle était notamment appréciée des rois et des princes comme Henri III ou Louis XIV, qui lui l'exigeait à sa table en toute saison. Il l'appelait notamment printemps en tige ou ivoire à manger. Et jusqu'au début du XIXe siècle, seuls les amateurs fortunés pouvaient s'offrir ce légume raffiné et fort cher. Les cultures vont se répandre en région parisienne d'abord, près d'Argenteuil, Beson et Épinay, puis dans le Val-de-Loire dans les années 1870. Et enfin, elle va conquérir l'Aquitaine, la Provence et le sud de la France. La récolte et la commercialisation sont assez courtes. De début avril à mi-juin, on distingue 5 familles d'asperges. L'asperge sauvage, qui est une longue tige, qui a un goût plus amer, plus intense et assez pénétrante au palais. L'asperge verte, elle pousse entièrement en dehors de la terre. Elle a été exposée pendant plusieurs jours à la lumière du soleil. On va la consommer sautée, braisée. Il n'est pas nécessaire de l'épeler. L'asperge blanche, elle, pousse exclusivement dans le sol. Elle est recouverte ensuite pour limiter l'impact de la lumière. On va, elle, contrairement à l'asperge verte, la peler et raccourcir la tige et on va la cuire dans de l'eau bouillante salée.
L'asperge violette, elle, pousse dans des conditions identiques à l'asperge blanche. Elle a été exposée légèrement à la lumière du soleil. Elle est ensuite récoltée alors que la pointe sort simplement de terre, colorant ainsi tout ou une partie de l'asperge. Et l'asperge pourpre, elle, qui est plus rare, est issue d'une variété particulière, qui est cultivée comme l'asperge verte. Alors, comment on choisit l'asperge? On la choisit droite, cassante, avec une tête aux écailles bien serrées et une base non desséchée. C'est un signe que l'asperge n'a pas trop attendu depuis sa récolte. On va la consommer rapidement après l'achat pour éviter qu'elle devienne fibreuse. On peut la déguster avec une sauce vinaigrette, une sauce mousseline. On peut également la cuisiner en velouté, en mousse, en terrine, en risotto ou pour accompagner un poisson. Et après l'entrée, je te laisse poursuivre avec ce plat emblématique, Nicole, qui est la bouchée à la reine. Allez, la bouchée à la reine, oui, c'est un plat mythique, en effet, Valentin, et c'est la reine de France, Marie Lesinska, qui serait à l'origine historique de cette recette traditionnelle de la gastronomie française. Elle aurait recherché des mets aphrodisiaques pour retrouver les faveurs de son époux Louis XV et demandé à Nicolas Storer, donc qui est un pâtissier, de créer un mets salé. Nicolas Storer s'est inspiré de pâtisseries à base de pâtes feuilletées sucrées comme les Puits d'Amour qui avaient été créés par Vincent Lachapelle et réalisés pour sa rivale qui n'est autre que Madame de Pompadour. Pour information, le Puits d'Amour que vous pouvez voir sur la diapo est une pâtisserie sous forme de gâteau rond en pâte feuilletée ou en pâte à choux avec du sucre glace et dont le centre est fourré de crème pâtissière caramélisée ou de confiture. La bouchée à la reine est finalement une charcuterie pâtissière. C'est donc un produit alimentaire composé d'une pâte qui peut être sablée, feuilletée, briochée ou à pain et d'un mélange de viande. Servie chaude, le plus souvent en entrée, elle est réalisée avec une croustade en forme de timbale, en pâte feuilletée. Elle est remplie de nos jours d'un salpicon, c'est-à-dire d'un mélange salé coupé en petits dés ou en lamelles de volaille, de riz de veau, de jambon, de champignons et le tout lié par une sauce épaisse pour que le feuilleté garde son croustillant. Donc, dans son guide culinaire, Auguste Escoffier, dont on a parlé la semaine dernière, précise qu'à l'origine, cette bouchée était garnie d'une purée de volaille à la crème, puis d'un salpicon de blanc de volaille, de champignons et de truffes à la fin du 19e siècle. On trouve dans son guide culinaire différentes recettes avec des garnitures très variées. Donc, par exemple, on va trouver la bouchée nantua avec des quais de crevisses et de la sauce nantua. Tu viens de parler, Valentin, des asperges. Ça s'appelle la bouchée grand-duc avec des pointes d'asperges et des truffes. Et on a aussi la bouchée Victoria avec de la chair de homard et de la sauce homard. Donc, tout ça, ça fait très envie. Pour finir, sachez que la différence entre une bouchée à la reine et un vol au vent est une question uniquement de taille. En effet, le vol au vent est plus grand que la bouchée. Le vol à vent a quant à lui été créé par Marie-Antoine Carême en 1800 et le vol au vent signifie que le contenant de la pâte feuilletée doit rester légère et croustillant. Je te laisse suivre. Valentin. Merci Nicole pour toutes ces explications autour de la bouchée à la reine. Hein. Tu nous mets l'eau à la bouche et encore une douceur qui va nous apporter une note sucrée, le gâteau au président. Alors, le gâteau président, Valentin, je crois que tu connais bien. Donc, le gâteau président se compose d'une génoise au chocolat pralinée aux noisettes qui est truffée de bigarreaux blanc confit qui en fait sont des grosses cerises jaunes et coiffées de copeaux de chocolat. Donc, sachez que chaque gâteau président est numéroté. Le gâteau est baptisé de ce nom depuis le 25 février 1975 lors d'un banquet organisé au Palais de l'Élysée à la suite de la cérémonie officielle de remise de la Légion d'honneur du chef Paul Bocuse. Le gâteau a été conçu par Maurice Bernachon, qui n'est autre qui est chocolatier et qui n'est autre que le père du mari de la fille de Paul Bocuse. Il a reçu le nom de président en l'honneur du président Giscard d'Estaing.
Au menu de ce banquet, on va en parler puisqu'on en a déjà parlé la semaine dernière avec la soupe VGE. Il y avait également une escalope de saumon de Loire à l'oseille qui était cuisinée par les célèbres Jean et Pierre Troisgros et un canard Claude Joly qui était une création du talentueux Michel Guérard. Et puis sachez que le vice-président, ce n'est autre que le bébé, donc un président individuel. Et je te laisse terminer, Valentin, avec cette magnifique assiette et cette magnifique porcelaine. Alors, tout à fait, Nicole. J'en viens maintenant, pour terminer, à vous parler de la porcelaine de Sèvres. Alors, c'est une céramique à pâte fine, compacte, souvent blanche et translucide. On distingue 4 familles de céramiques dont font partie la terre cuite, la faïence, le grès et la porcelaine. La porcelaine, elle, contient essentiellement du kaolin, qui est de l'argile blanche et de l'eau. Elle va subir 2 cuissons et reçoit parfois un décor, comme ces magnifiques images que vous avez à l'écran. On distingue 2 familles de porcelaine, la porcelaine tendre, qui est sans kaolin, qui a une faible résistance au choc, et la porcelaine dure, elle, qui contient du kaolin. On va mettre au point la véritable porcelaine en Chine au 1er siècle de notre ère. Il faudra attendre la fin du XVIIe siècle pour voir son apparition en France. Et jusqu'alors, la porcelaine était principalement importée de Chine. On va découvrir le kaolin au milieu du XVIIIe siècle, près de Limoges, qui deviendra le centre de la fabrication française. Quelques grandes maisons de porcelaine, on peut notamment citer Coquet et Jaune de Chrome, labellisées entreprise du patrimoine vivant et détentrice de l'IGP Porcelaine de Limoges et la maison Bernardaud. Alors, pour revenir plus en détail sur la porcelaine de Sèvres, cette maison est créée pour servir la grandeur du royaume. En 1740, sous l'impulsion de Louis XV et de Madame de Pompadour, sa favorite, qui vont fonder la manufacture de Vincennes dans le but de concurrencer les productions de Chantilly et de Meissen. À cette époque, ils souhaitent que la porcelaine de Sèvres rayonne dans toutes les cours d'Europe. Une dizaine d'années plus tard, la manufacture est transférée à Sèvres dans un souci d'expansion. Aujourd'hui encore, la porcelaine participe au rayonnement international de la France. C'est un savoir-faire unique en France que nous nous devons de préserver. Le bleu de Sèvres, qui est une couleur caractéristique de la manufacture, et dont on peut voir ce magnifique vase bleu de Sèvres sur la diapositive en haut à gauche, et ce vase bleu de Sèvres que le président de la République offre selon l'importance de son hôte. Donc, il peut offrir, comme je viens de le dire, un vase de Sèvres au bleu de Sèvres, une tasse ou une assiette, et ce vase de Sèvres est également offert au vainqueur de la coupe Georges Baptiste. Et quelques réalisations, on peut notamment retrouver des tasses, des sous-tasses, des assiettes, des soupières. Vraiment de belles réalisations. On a simplement ici mis quelques images des arts de la table, étant donné que c'est notre domaine de prédilection. Et je laisse maintenant la parole à Stéphane Guénaud. Oui, alors très bon résumé de la manufacture. Alors, attends Stéphane, je te coupe, il y a Simon qui a une question. Simon, on t'écoute. Vous m'entendez? Ouais. Bon, c'était pas une question, c'était 2 petites remarques. Moi, j'ai gagné la Coupe Georges Baptiste et j'ai jamais reçu de vase. Ah Donc bon? ça, c'était. Ouais, non. Mais comment Non. se fait ça? Ouais, pourtant, j'ai gagné la nationale, l'européenne et l'internationale. Hein. J'ai jamais eu de vase, donc voilà, c'est rigolo. Je sais pas si mes prédécesseurs ont reçu un beau vase. J'aurais bien aimé en recevoir un, mais j'ai pas reçu de vase. Bon, ça c'était un petit détail. Et je voulais juste revenir sur les asperges avec une excellentissime présentation. Et j'ai eu on parlait de concours à l'instant, j'ai eu une question dans un des concours. Je crois que c'était la Coupe Georges Baptiste d'ailleurs, justement sur les asperges. Et la question c'était quel est le plat mythique qui a fait que Anne-Sophie Pic a peut-être eu la 3e étoile, donc en 2007, je crois. Et en effet, elle avait créé un plat ultra simple parce qu'elle n'arrivait pas justement
reconcourir la 3e étoile qu'avaient eu son père et son grand-père. Et le titre de son plat, c'était les asperges vertes avec la sauce hollandaise à la menthe. Voilà. Donc, elle le raconte, elle est passée sur TF1 il n'y a pas très longtemps de Sophie Pic, et justement, elle a reparlé de cette histoire. C'est le plat le plus simple qu'elle a jamais créé dans son restaurant, qui a eu donc 3 étoiles Michelin. Et la légende raconte que peut-être elle aurait eu la 3e étoile grâce à ce plat aux asperges sauce hollandaise. Voilà, petite anecdote. Merci Simon, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas, d'autres personnes, si vous souhaitez intervenir. Merci beaucoup Simon. Alors Stéphane et la porcelaine de Sèvres, allez, on t'écoute. Merci beaucoup de participer avec nous ce soir. Donc au palais, c'est vrai qu'on a, je dirais, 90% de vaisselle de Sèvres. Le restant est complété par Limoges. Limoges ou Puy-Vite aussi, qui se trouve dans le Cher. Et Puy-Vite, ce qui est amusant, c'est que on parlait tout à l'heure de la soupe VGE, les bols viennent de cette manufacture. Donc après, avec Limoges, c'est Haviland, c'est Bernardo, c'est plein de modèles différents que l'on a. Mais ces différents services, on les utilisera surtout pour des déjeuners ou des dîners de travail. Dès qu'on est dans l'officiel, on va passer sur les modèles de la manufacture. Les plus anciens modèles sont estampillés de 1845 et ils ont été sauvés, récupérés avec derrière l'estampille Château des Tuileries. Donc, ce sont des modèles uniques, rares, qu'on essaye de préserver quand même. Après, toutes nos assiettes, les premières, comme celles des oiseaux ou des petites vues de France, des fleurs, les capraires, les étoiles, etc. Voilà, les premières peuvent dater de 1880. Et on parlait des tasses, des soupières, des pots à lait, ou tout ce que vous pouvez voir, des cafetières, etc. en bleu de Sèvres. Voilà, c'est souvent 1890. Donc c'est du matériel qui sert toujours. Par contre, il n'y a pas de raison qu'on les mette de côté. Hein, voilà, on lave tout à la main. On est très content de faire peu de casse, qu'il n'y a pas de vol, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne les utilise pas. C'est un musée, mais un musée vivant. Donc, après, c'est à nous de choisir les modèles que l'on met sur table. Encore une fois, même si ça peut être, par exemple, demain, on a l'Ukraine qui vient déjeuner. Enfin, c'est des tables de 2, hein, donc voilà, ça ne va pas aller loin. Avec 2,50 m de diamètre, ça va être sympa. Donc, on a choisi des modèles assez modernes. C'est le modèle qui a été créé justement l'année dernière, le Richer. Comme avec le nouveau chef, on est sur des assiettes assez grandes, gastronomiques, avec une nouvelle façon voilà, enfin bon, un nouveau chef. Donc, on s'adapte et lui aussi. Donc, c'est très intéressant. Donc, demain, ça va être de l'entrée au fromage, ça va être le Richer et on est passé sur les oiseaux pour le dessert, donc en assiette d'attente et en dessert de la pâtisserie. Mais après, voilà, si lundi on nous dit il y a un déjeuner de travail avec les maires de France ou autres, on mettra tout simplement, on peut très bien mettre de l'entrée au dessert du capraire. Et si c'est la reine d'Angleterre, eh ben, on choisira des modèles un peu plus prestigieux. Mais encore une fois, c'est aux argentiers d'avoir la chance et le privilège de choisir ces assiettes selon la nappe, selon le salon, si c'est en terrasse, si c'est à l'intérieur, si c'est du travail, si c'est important, tout est important, mais voilà, selon les personnes qui viennent déjeuner, dîner ou même petit déjeuner. Demain matin, on a des petits déjeuners aussi pour le président. Voilà, et on s'amuse, toujours dans la bonne humeur et la précision et la perfection si on peut. Et on peut. Stéphane, j'aimerais bien que tu précises, donc je sais que vous avez échangé avec Valentin sur ce point. Par rapport donc au choix à chaque nouveau président, du choix qui a été fait pour le service. Est-ce que tu peux un peu nous raconter un peu comment réellement ça se passe, s'il te plaît? Alors, exactement quoi? C'est-à-dire le choix que quand il y a un président, il y a un nouveau service qui arrive? Oui, en fait que ça n'appartient pas au président de la République, en fait, que c'est voilà, à qui appartient le service qui est choisi. Alors déjà, c'est pas à chaque président, il n'y a pas de service obligatoirement. Le président Sarkozy, il n'y en avait pas. Le président Hollande, c'était des vases pour mettre en exposition dans les salons. Madame Chirac, c'était le service Fabier tout bleu qui est en exposition en ce moment à Valence, etc., etc. Le président Giscard d'Estaing, c'était une création de services Pimprenel, mais c'était des anciens services.
Et tout ce qui vient de la manufacture de Sèvres appartient à la manufacture de Sèvres. C'est une dotation, c'est un prêt que l'on a au palais. Si demain la manufacture vient de chercher toutes les assiettes, tout le matériel, ils peuvent. Ça leur appartient. Donc évidemment, c'est quand même la vitrine de la France. Donc ils ont une exposition qui est extraordinaire. Mais voilà, c'est un prêt que l'on a de la manufacture. Même si la manufacture, c'est le ministère de la Culture et le ministère de la Culture, c'est l'État. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est pour ça que quand on achète des services, ben forcément, il n'y a pas un prix qui est. Il y a le prix de l'assiette, il y a le prix de la personne qui l'a peinte, émaillée, qui a mis l'or dessus. Mais s'il n'y a pas un artiste derrière, l'assiette, elle est voilà, d'un prix très, très correct. Après, nous, elles prennent de la valeur parce que elles sont intactes. C'est l'avantage d'avoir des argentiers. C'est vraiment un endroit, c'est l'endroit unique où, quand on regarde de la vaisselle de 1845 et qu'on en compare une de 2020, elles sont identiques, elles sont aussi brillantes parce qu'il y a aussi la qualité avec le kaolin, avec les maillages, etc., etc. Mais il y a l'entretien, il y a le stockage et voilà. Tu peux nous dire si vous cassez, tu as déjà cassé une assiette, je crois. Hein. Oui, une seule. Pardon? Une seule. Une seule. Comment ça se passe dans ces cas-là? Personnellement ou pour le salaire? Non, personnellement, je ne sais pas. Non, non. Pour l'assiette. Ouais, bah, moi, c'était en plus au début, donc j'étais assez vexé et donc je me suis retenu. Donc c'est pour ça que j'en ai cassé qu'une dans ma carrière pour l'instant. Après, on ramasse les morceaux que l'on met dans un petit carton et tous les 2 ans, la manufacture vient chercher ce carton et récupère tous les morceaux et ils vont surtout récupérer l'or qu'ils vont faire fondre, ils vont refaire des feuilles d'or, ils vont réutiliser. Après, le reste, c'est broyé, c'est remis en route avec différentes pâtes. Voilà. Après j'ai cassé une assiette, c'est malheureux, mais je pense que c'est arrivé à tout le monde, même si tout le monde ne casse pas des assiettes à quelques centaines d'euros. Merci voilà. beaucoup. Alors, Lucie, elle a une question. Lucie, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, c'est Hugo Courtois. On fait la conférence sur le. Bienvenue Hugo et bienvenue Lucie. On le fait en famille, voyez-vous. Avec plaisir. Je voudrais juste rajouter un petit complément d'information sur la part des anges, si vous le permettez. Bien sûr, plaisir. On dit toujours que la part des anges, c'est une production, c'est une infime production que l'on perd. C'est pas totalement vrai puisque en fait le volume que vous allez perdre va participer à la vie microbienne des caves du lieu, du chai. Et donc, alors, si vous allez voir des vignerons, vous avez toujours, si vous êtes observateur, vous avez toujours cette flore microbienne qui décore un peu les murs et les plafonds. Ouais. Et donc, ça va venir enrichir le vin, en fait, parce que tous les vins ces vins-là sont élevés en fût, donc il y a une micro-oxygénation qui se fait entre l'air ambiant de la cave et le vin. Et donc, la part des anges va participer à la complexité du vin qui est en élevage. Donc, ce n'est pas vraiment une perte, en fait. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Ouais, ça fait partie du décor, quoi. C'est ça, en fait, Hugo. Ça fait partie du décor et c'est pour ça que les vignerons vous diront toujours de ne jamais nettoyer votre cave, en fait. Parce que c'est ce qui fait la richesse de votre vin. Et généralement, les caves les plus sales font les plus grands vins en plus. Bon, ça, c'est. D'accord. Voilà. Alors, Simon, tu veux rajouter quelque chose, pardon? Non, c'est bon. Non, tu as levé la main en fait. Ah bah, j'ai pas fait exprès. Alors, Tess, bonsoir Tess. Rebonsoir. Rebonsoir. Oui, je voulais rajouter quelque chose sur le Lutetia. Voilà, lors de la rénovation du Lutetia, dans le bar Joséphine, ils ont pu trouver en fait une fresque au niveau du plafond, une fresque art déco, voilà, qui fait la particularité de ce bar Joséphine. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Merci beaucoup. Mais moi, je me rappelle d'un grand miroir en fait, et c'est vrai qu'il fait, donc on en a parlé avec Valentin, il fait vraiment transparence, il reflète le bar et puis les invités, etc. C'est très agréable.
Oui. Lucie, non, Hugo, encore peut-être, tu as quelque chose à dire ou pas? Non, pas du tout. J'ai oublié de baisser la main. C'est moi. Bon, ok. Ben, merci beaucoup à tous. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Une question à notre invité mystère. Ah, Simon? Ouais, non, je voulais juste terminer rapidement. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire une petite visite chez Stéphane à l'Élysée, reçu comme un prince, et ça fait vraiment partie enfin voilà, c'est un monde à part. Si un jour vous avez la chance d'aller visiter ce que c'est qu'une argenterie, parce que c'est la seule que enfin voilà, c'est le seul lieu comme ça, vous pourrez découvrir tout ça. C'est fantastique, quoi. Ça donne à la fois des émotions et surtout il y a une responsabilité à la fois financière, comme l'a dit Stéphane, mais surtout voilà, ça montre l'impact quand même des arts de la table. C'est absolument magistral. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'y aller. Il m'a tout ouvert, toutes les mallettes. On a tout vu, tout regardé. C'était fantastique. Voilà. Donc si un jour vous avez la chance de pouvoir aller voir Stéphane, allez-y vraiment. C'est incroyable. Merci beaucoup, Simon. Tess, tu veux rajouter quelque chose? Oui, justement, je voulais rajouter sur ce que dit Monsieur Verger. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire mon stage de 3e à l'Élysée. Et après, justement, cette post-culture, je comprends pourquoi j'ai pas eu le droit de nettoyer les assiettes de porcelaine de Sèvres. Alors, je me permets, moi aussi, je suis allée passer une semaine avec eux, en fait, une semaine entière. Où là, moi, par contre, ils m'ont bien fait nettoyer tout, hein, la totale. Je crois que j'ai tout nettoyé. Et je me souviens des piles d'assiettes où je regardais ça avec beaucoup d'admiration et de curiosité. Et donc, ils m'ont un peu dit le prix des assiettes. Et je me rappelle, en fait, qu'ils m'ont donné, à un moment donné, une pile comme ça entière d'assiettes. Et j'étais en train de calculer combien j'avais dans les mains. Et je me rappelle, c'est vrai que les couloirs, c'est quand même très ancien à l'Élysée, avec des escaliers qui sont d'époque. Et je me rappelle que je me suis dit, Nicole, ne tombe pas, Nicole, ne tombe pas, Nicole, ne tombe pas. Et c'est vrai que l'Élysée, comme tu dis, Simon, c'est vraiment un endroit merveilleux. Et moi, j'ai été touchée, en fait, par l'ensemble des services qui sont mais vraiment au service du président, au service de l'État, et avec une dévotion, mais complètement incroyable. Et j'ai eu la chance d'aller avec les fleuristes, avec les lingères. Enfin, j'ai fait plein de services comme ça avec eux, où c'est vraiment mais extraordinaire. Et il y a vraiment chacun a son métier, et chacun, en fait, c'est là qu'on voit qu'on a vraiment des métiers d'art dans le service, en dehors de la cuisine, évidemment, on a vraiment des métiers d'art. Et vraiment, j'ai un souvenir mais mémorable et incroyable de cette semaine. Donc, merci beaucoup, Stéphane, aussi. Et, on dit toujours l'Élysée, là c'est pareil, on a des stagiaires en ce moment qui sont arrivés tremblants pratiquement lundi matin. Mais on leur a dit tout simplement, alors encore une fois évidemment on est dans la bienveillance, voilà, que ce soit un stagiaire ou un adulte qui est avec nous, que ce soit en visite ou en stage, c'est sûr, c'est une grande maison, c'est sûr qu'on est au sommet de l'État, que nous sommes au sommet de l'État, etc. Mais le travail doit être fait dans la simplicité, la convivialité et un travail en commun, main dans la main, avec les cuisiniers, les pâtissiers, les lingères. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des corps de métier bien spécifiques, même si c'est pas un secret, comme dans toutes les administrations ou tous les endroits, on essaye de nous faire de la polyvalence. Donc, peut-être qu'un jour, on perdra cette spécificité, mais bon, on essaye de se battre pour l'instant. C'est compliqué pour tout le monde, mais on a cette fierté. Et c'est vraiment un travail de la main dans la main. S'il y a quelque chose qui ne va pas sur un service des lingères ou des fleuristes, on va leur dire gentiment. On n'est pas là pour se mettre les bâtons dans les roues. Vous avez tous des clients et vous vous battez pour que vos clients soient dans la perfection, que tout soit nickel. Mais nous, c'est la vitrine de la France. Donc, c'est vrai l'Élysée a la chance d'avoir des argentiers. Nulle part ailleurs, vous verrez de l'argenterie aussi belle, à moins qu'elle soit neuve chez Christophe ou chez Puyforca ou chez Audio ou chez Hercule ou chez Eurofélix, etc. etc. Ça prend du temps. C'est vrai que nettoyer entre les dents des fourchettes, nettoyer les plats, etc. etc. Mais l'effet est waouh quand vous arrivez sur une table où tout est comme neuf, alors que les verres, on s'entend, que l'argenterie aussi, etc., etc. Mais c'est quand même un combat. Voilà, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est beaucoup de choses. Ou comme les stagiaires, voilà, comme Tess qui est venu, et puis après on les voit, ils évoluent, ils sont dans l'hôtellerie, et ça, voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau, et on en a de plus en plus, et c'est ça qui est top. Parce qu'un jour, il faudra bien nous remplacer de toute façon. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose pendant cette parenthèse? Non? Alors, eh bien, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine avec, donc, jeudi 22 à 20h30 avec différents thèmes. Donc, on t'écoute, Valentin. Alors, on retrouvera la semaine prochaine la serviette de table, le célèbre Vatel, le guide Michelin, le train bleu, le poulet maringot, le fromage Langres, la truffe, non pas la gourmandise, mais le champignon et le croissant. Mais voilà, écoutez, merci mille fois à tous. Merci de votre fidélité. On vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne soirée. Merci à Au tous. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.